Difficile de travailler pour le président brésilien. À peine nommé, le ministre de la Santé vient de présenter sa démission. Il succédait à Luis Henrique Mandetta, limogé après avoir affiché ses divergences. Nous en parlerons avec notre correspondant Pierre Leduff. Le confinement a été prolongé à New York, il dure depuis 2 mois et malgré tout le bilan est lourd. 20 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de cette crise sanitaire. Les États-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts mais aussi de cas. La vigilance et l'inquiétude sont grandes au Bangladesh. Les autorités ont recensé les premiers cas de contamination par le nouveau coronavirus dans les camps de réfugiés Rohingyas. Or, près d'1 million de personnes y vivent. Vous regardez France 24, soyez les bienvenus. Les ministres brésiliens ont donc du mal à rester en poste, surtout à la santé en pleine crise sanitaire. Nouvelle démission à moins d'1 mois après cette nomination à ce poste. On en parle avec vous, Pierre Leduc. Vous êtes notre correspondant à Rio. Décidément, Jair Bolsonaro n'arrive pas à imposer la politique qu'il voudrait à ses ministres. Ils se succèdent. Que s'est-il passé cette fois-ci ? Écoutez, cela allait faire 1 mois demain que Nelson Teich occupait le poste de ministre de la Santé. Il avait été nommé pour remplacer son prédécesseur qui était déjà en désaccord avec Jair Bolsonaro concernant la stratégie à adopter dans cette crise sanitaire. En effet, Jair Bolsonaro voudrait mettre fin au confinement et permettre au commerce de rouvrir le plus vite possible pour redémarrer l'économie. Il avait adopté un décret cette semaine considérant les salons de beauté et les salles de sport comme services essentiels pour leur permettre de fonctionner pendant le confinement. Et le ministre de la Santé a appris l'existence de ce décret pendant une conférence de presse lorsque les journalistes lui ont posé la question. Il n'en avait pas été informé par le président. On sentait donc déjà qu'il y avait un malaise. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est leur désaccord en ce qui concerne l'usage de l'hydroxychloroquine. Hier, le ministre de la Santé avait alerté sur les réseaux sociaux concernant l'usage de ce médicament et de ses possibles effets secondaires. Oui, on sait que Jair Bolsonaro, effectivement, est un grand partisan, lui, de la chloroquine. Oui, il présente l'hydroxychloroquine comme un remède miracle. Il a négocié avec l'Inde l'achat des matières premières pour faire fabriquer l'hydroxychloroquine au Brésil. Il a chargé l'armée d'en fabriquer en masse. Il souhaiterait que ce médicament soit administré aux patients, même qui ont des symptômes légers. Et alors, il semblerait, c'est ce qu'a affirmé dans les coulisses à ses collaborateurs le ministre de la Santé, Nelson Teich, il n'a pas cédé à ces pressions, malgré 4 réunions depuis hier en privé avec le président de la République. Il aurait déclaré qu'il ne souhaite pas salir sa réputation de médecin et compromettre sa carrière. Alors en effet, l'usage de l'hydroxychloroquine, il faut savoir qu'au Brésil, son utilisation expérimentale a été tout simplement arrêtée par des médecins à Manaus, dans l'état d'Amazonas, après avoir constaté que les patients traités avec ce médicament souffraient beaucoup plus fréquemment de problèmes cardiaques. On voit donc que du côté des autorités sanitaires, le médicament ne fait pas du tout l'unanimité. Sans doute, Jair Bolsonaro va choisir un nouveau prétendant à ce poste qui sera beaucoup plus flexible et qui sera sans doute favorable à l'usage de ce médicament et à une réouverture précoce des commerces, malgré l'épidémie qui, je le rappelle, a fait ici près de 14 000 morts. Je vous remercie beaucoup, Pierre, pour ces éléments. Merci à vous. Les États-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts, mais aussi de cas. 85 906 personnes sont décédées depuis le début de cette crise sanitaire. Un quart d'entre elles étaient à New York. Le confinement y a d'ailleurs été prolongé jusqu'au 28 mai. Donald Trump, lui, se sent prêt à reprendre toute activité pour le pays. Je vous propose de l'écouter. I just want to make something clear. It's very important. Vaccine or no vaccine, we're back. And we're starting the process. And in many cases, they don't have vaccines. And a virus or a flu comes, and you fight through it. We haven't seen anything like this in 100 and some odd years, 1917. But you fight through it. Ce sont les premiers cas et ils inquiètent les autorités locales et les ONG. Au Bangladesh, 3 personnes vivant dans les camps de Rohingyas à la frontière avec la Birmanie ont contracté le coronavirus qui laisse craindre une propagation rapide de la maladie dans ces camps qui sont, vous le savez, surpeuplés. Jean Barrère. Ce ne sont que quelques cas
mais ils suffisent à affoler les autorités locales et les organisations internationales. Dans les camps de réfugiés du sud du Bangladesh, en 2 jours, 3 réfugiés Rohingyas ont été testés positifs au coronavirus, faisant craindre une propagation rapide de la maladie. Depuis avril, la plupart des accès à ces camps sont verrouillés pour éviter une dégradation de la situation. There are serious concerns about potentially severe impact of the virus in a densely populated refugee settlement sheltering some 860,000 refugees. Another 400,000 Bangladeshis live in the surrounding host communities. These populations are considered to be among the most at risk globally in this pandemic. Plus de 1900 personnes ont été isolées par les autorités bangladaises afin d'être testées. Les organisations humanitaires qui avaient dû réduire leur personnel présent dans les camps de 80% avec la quarantaine appellent désormais à une levée de fonds. IOM is preparing 250 severe acute respiratory infection isolation and treatment center beds, which will come online very shortly. Le Bangladesh a mis en place un confinement national depuis début avril. Le pays compte moins de 300 morts du Covid-19 et quelques 19 000 cas confirmés. Des chiffres qui pourraient être sous-estimés selon les experts. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ses projections concernant l'Afrique. Plus de 200 millions de personnes pourraient être infectées par le coronavirus au cours de la première année, la plupart avec peu ou pas de symptômes. Elle avait fait part de ses inquiétudes pour l'Afrique dès l'apparition du Covid-19. L'OMS tire à nouveau la sonnette d'alarme. Selon l'organisation, l'épidémie risque de s'installer dans la durée sur le continent. Jusqu'à 230 millions de personnes pourraient être infectées la première année. 190 000 pourraient mourir du coronavirus. L'hypothèse d'un scénario catastrophe dans lequel environ 90% de la population serait asymptomatique. À l'heure où 53 des 54 pays africains sont touchés, les auteurs du rapport s'inquiètent d'une augmentation des hospitalisations liées au virus qui pourrait nuire à la prise en charge de patients atteints du VIH, de la tuberculose ou du paludisme. Plus de 4 mois après la propagation du Covid-19, l'Afrique semble relativement épargnée. 75 000 cas recensés, plus de 2500 morts. La région a rapidement mis en place des mesures préventives pour freiner la maladie. Selon la revue médicale de Lancet, le continent serait 10 fois moins exposé que l'Europe en raison d'échanges internationaux plus limités. En revanche, l'Afrique rencontre des difficultés à imposer des mesures de distanciation sociale et souffre d'une infrastructure médicale fragile. En avril, selon le FMI et la Banque mondiale, il manquait 44 milliards de dollars au continent pour lutter efficacement contre la pandémie. En Allemagne, restaurants et cafés rouvrent progressivement et ce évidemment dans le respect des gestes barrières. Certains d'entre eux dans les zones peu touchées avaient déjà pu reprendre leur activité dès la semaine dernière. C'est donc au tour à présent de Berlin et de la Saxe. Hélène Goutani. Derniers ajustements avant l'arrivée des clients dans ce bar. Depuis ce vendredi, cafés et restaurants sont autorisés à rouvrir leurs portes dans la capitale allemande. Pour beaucoup, c'est un soulagement, mais qui ne permettra pas d'essuyer les pertes financières. Mit 2020 rechne ich gar nicht mehr. Da können wir froh sein, wenn wir die Verluste ein bisschen auffangen, aber auch nur ein bisschen. Wir rechnen mit 30% des normalen Umsatzes für den Rest des Jahres. Und dann hoffen wir natürlich, dass 2021 wieder der Tourismus angekurbelt wird und wir wieder mehr Gäste haben. Aber auch da ist die Prognose eher bei 50 bis 60% des Vergleichjahres 2019. L'objectif désormais, la relance de l'économie au moment où le pays entre officiellement en récession. Une relance qui concerne aussi le football qui fait son grand retour dès samedi. En jouant les 9 dernières journées de la saison, les clubs espèrent récupérer 300 millions d'euros de droits télé. Une question de survie pour certains d'entre eux. Et tant pis si le spectacle n'est pas au rendez-vous, à l'image du très attendu derby Dortmund-Schalke, sans supporters et sous haute surveillance sanitaire. Ich denke, diese Situation ist eine große Herausforderung für alle Trainer und alle Mannschaften. Aber das wissen wir, das ist unser Job. So, und mit Maske an der Linie, wir müssen das machen. Das ist so. Ja, ist kein großes Problem.
Masque obligatoire sur le banc de touche, effusion interdite après un but. La reprise du premier des grands championnats européens sera regardée de près par l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre, qui espèrent rejouer très prochainement. Au début de cette crise sanitaire, la ruée sur les gels hydroalcooliques avait provoqué des ruptures de stock et une flambée des prix. Mais ces solutions méritent-elles cet engouement? Les gels sont-ils toujours efficaces contre le virus? Notre chroniqueuse Julia Siger nous en dit plus. Pour s'assurer qu'un gel hydroalcoolique est efficace, il faut d'abord regarder sa teneur en alcool et il faut qu'il soit constitué d'au moins 60%. Ensuite, il faut regarder la cible, car chaque gel hydroalcoolique ne s'attaque pas aux mêmes bactéries, aux mêmes champignons ou aux mêmes virus. Et si vous voulez vous assurer que votre gel hydroalcoolique s'attaque bien à un virus comme le coronavirus, eh bien, il faut qu'il ait la norme NFEN 14 476 sur l'étiquette. Mais il faut rappeler que les médecins et les scientifiques, d'ailleurs, nous disent qu'il est plus efficace de se laver les mains avec de l'eau et du savon que d'utiliser ce type de gel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne se débarrasse pas de la saleté qui sont sur nos mains, même microscopiques. Et donc, si ensuite vous êtes en contact avec un virus, eh bien, il y trouvera un terrain favorable à sa survie. Le gel hydroalcoolique est forcément plus toxique que l'eau et le savon. Fut un temps, il y avait même des perturbateurs endocriniens comme par exemple le triclosan, mais il semblerait que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Ensuite, à cause de sa teneur en alcool, il peut devenir irritant, surtout si on multiplie les applications, et ça peut être particulièrement problématique pour les personnes qui souffrent par exemple d'eczéma. Le gel hydroalcoolique peut aussi nuire à ce qu'on appelle la microbiote cutanée, qui en fait est une barrière et qui nous protège des autres agents pathogènes. Alors il ne faut pas l'utiliser trop souvent. Si vous avez accès à un point d'eau, favorisez le fait de se laver les mains avec de l'eau et du savon plutôt que d'utiliser ces gels hydroalcooliques. Le monde de la culture en France attend lui aussi de sortir progressivement de ce confinement. Le Louvre ou le musée d'Orsay ne devraient pas rouvrir avant cet été. En revanche, dès cette semaine, quelques musées moins visités sont autorisés à accueillir de nouveau le public. C'est le cas, vous le voyez, de l'Institut Giacometti à Paris, avec ses quelques visiteurs déjà au rendez-vous. Reportage de Jonathan Walsh et Amine Babaïssa. Niché dans une rue discrète du 14e arrondissement, l'Institut Giacometti savoure sa chance. Il est l'un des très rares musées autorisés à ouvrir ses portes dès cette semaine. Lorsque les visiteurs rentrent, donc un médiateur les accueille, leur explique le parcours de visite et les invite à se nettoyer les mains avec un gel hydroalcoolique. L'espace de 350 mètres carrés retrace l'œuvre du sculpteur Alberto Giacometti. Son atelier a même été reconstitué. Longtemps proche des surréalistes, il a plus tard développé son propre style, notamment à travers ses créatures filiformes. Ce petit musée n'a pas eu besoin de longs préparatifs pour s'adapter aux contraintes sanitaires. Capacité maximale, 10 visiteurs. Même en temps ordinaire, en temps de non-coronavirus, la jauge du public est limitée pour offrir un confort de visite que l'on n'a pas dans des lieux qui sont avec des publics beaucoup plus larges. Les réservations en ligne se sont multipliées ces derniers jours. Le musée est complet pour l'ouverture ce vendredi. Rien d'étonnant après 2 mois de confinement. Nos visiteurs et nous-mêmes d'ailleurs, nous avons une grande envie d'avoir un contact direct. Les visiteurs qui se sont inscrits manifestent cette envie de retrouver le véritable contact physique avec les œuvres de Giacometti. Seuls les petits musées seront autorisés à rouvrir rapidement à Paris. Les plus emblématiques, comme le Louvre ou le musée d'Orsay, misent sur un retour du public cet été, sous réserve de conditions sanitaires favorables. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. D'autres informations sur notre site internet france24.com. Restez avec nous sur France 24.